Un film, c'est la chose au moment même. C'est le présent, du présent continu. C'est la parole qui nous fait penser, ce n'est pas la pensée qui nous fait parler. L'incommunicabilité des êtres est au fond de tout ce que je fais. Un sujet, c'est un prétexte. C'est la forme, encore beaucoup plus que le fond, qui éduque et qui élève. Il y a un mot du peintre Degas qui est très joli, qui disait « Les muses ne se parlent jamais, elles dansent seulement quelquefois entre elles ». Je me donne beaucoup de mal pour faire ce que je fais. Il y a du mauvais et du bon, et c'est ce mélange qui est moi. J'ai l'impression d'être en retard sur moi-même et de n'arriver jamais à faire tout ce que j'aurai à faire avant la fin. En ce qui concerne les acteurs et leur jeu à l'écran, il ne s'agit pas de ne rien faire, comme on l'a dit souvent, mais de ne pas se... Plus j'étais automatique, plus j'étais émouvant. On dirait que l'art dramatique est quelque chose qu'il faut repousser et qui n'a absolument aucun rapport avec le cinématographe. C'est peut-être parce qu'il est très proche. Et il me semble que quand on emploie les moyens du théâtre pour faire des films, on est comme quelqu'un qui essaie de raboter avec une scie. Je crois qu'il n'y a pas de création sans ordre. Une chose directe, se servir de la nature, des procédés de la nature, et puis les mettre dans un certain ordre. Le goût, c'est le choix. Il y a deux excès, l'ordre et le désordre. Le cinématographe serait ravi s'il n'y avait pas eu d'art dramatique avant lui. C'est très difficile avec le cinématographe qui prend les choses telles quelles, de ne pas les montrer, puisqu'il faut qu'il les montre. Il faut qu'il les montre sans les montrer. L'ordre pour créer et le désordre pour faire la vie. J'essaie de ne montrer que certaines parties pour faire deviner les autres, qui est toujours une partie de mystère. Il ne faut pas avoir l'âme d'un exécutant, même de ses propres plans. Retrouver la nature avec les moyens de la nature, mais sans la copier. Quand un électricien veut lier deux fils ensemble, il les dénude. Sans ça, le courant ne passerait pas. C'est dans les jointures, c'est dans les interstices que se trouve la poésie, que se trouvent les choses importantes. Une personne que vous croisez dans la rue, c'est une statue avec des ressorts, une statue en marche. À partir du moment où vos regards se croisent, tout à coup, il y a une chaleur, c'est un être humain. La plupart des grandes batailles se livrent à l'intersection des cartes d'état-major. Ce que nous croyons voir n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est pas ce que voit la caméra. Il n'y a pas de production d'émotion sans régularité et sans retenue. C'est le film qui donne vie au personnage, ce n'est pas le personnage qui donne vie au film. Le fantastique est du naturel. Les poètes ne dénaturent pas la nature. Je cherche simplement à peindre. Je ne crois pas que le cinématographe auquel je pense doive aller vers la psychologie, parce qu'alors on tombe dans le dialogue, on tombe dans les mots. Je crois plutôt à une peinture, une écriture, si vous voulez, mais plutôt presque une peinture qu'une écriture. La parole est provocatrice de quelque chose, de ce quelque chose qui est le cinématographe. Pourquoi dites-vous cinématographe plutôt que cinéma? Parce que le cinéma représente pour moi le théâtre photographié et aussi les salles dans lesquelles sont projetés les films. Le mot cinématographe est synonyme pour moi d'art cinématographique. Les premiers films, étaient-ils déjà du cinématographe? Les tout premiers films? Non, on n'était rien, était un essai de la machine même, mais n'apportait pas grand-chose que cette espèce de vie morte du plan cinématographique en lui-même. Et comment et à partir de quand serait né ce cinématographe? Je pense qu'il n'est pas encore réalisé, qu'il y a eu des tentatives et que ces tentatives ont été étouffées par le théâtre. Mais peut-être que les conditions propres au cinématographe mettront très longtemps à arriver. Et il me semble qu'en ce moment, le cinéma s'enfonce dans le cinéma et que le cinématographe est perdu de vue. Peut-être faudra-t-il des dizaines d'années pour le retrouver. Que dites-vous de la crise du cinéma? Je crois que les moyens actuels d'attirer le public par des grands films, avec des stars de tous les pays, et avec des films à grand spectacle, je peux dire grand spectacle, qu'il ne s'agit pas de cinématographe mais de cinéma, est peut-être un moyen, mais
il me semble que ce n'est pas un moyen durable. Je crois que le moyen durable serait de vraiment essayer de trouver ce que c'est que ce cinématographe, cette poésie du cinématographe, et laisser les jeunes, je crois à une race neuve de jeunes poètes du cinéma, du cinématographe, et qui trouveront des choses dans la génération de 20 ans actuelle, qui finiront par écrire avec la pellicule, comme on écrit avec de l'encre et du papier. Les générations précédentes, peut-être, sont gênées, ne rentrent pas encore dans le cinématographe. C'est une espèce de transition. Tandis que les jeunes sont très... pour eux, le cinématographe brille. C'est quelque chose de très brillant. C'est une nouvelle écriture qui doit amener à des découvertes. Au moment où peut-être la littérature est un peu fatiguée, ou les arts sont un peu fatigués, en tout cas se cherchent. L'invention du cinématographe est une chose tellement brillante et tellement fait penser à l'avenir et à toute une zone neuve d'exploration que n'offre pas la littérature ou la peinture ou d'autres arts, il me semble. Et le cinématographe? Le cinématographe montre son nez au moment où deux images qui étaient d'une certaine façon, tout à coup, au contact l'une de l'autre, se transforment. Car il n'y a pas d'art sans transformation. Si on veut que le cinéma soit un art, il faut qu'il y ait un changement complet, presque de nature, dans l'image. Il faut que l'image qu'on a vue sur l'écran séparément ne soit plus du tout la même une fois qu'elle est au contact, non seulement d'une, mais d'une autre, et au contact de toutes les autres indirectement. Si on veut aller au fond des choses, c'est extrêmement compliqué et mystérieux, tout ce qui se passe. Mais là, il se trouve ceci, c'est qu'une image qui porte le sceau du théâtre, c'est-à-dire où un metteur en scène, par l'entremise d'un acteur, s'exprime par des gestes étudiés, par des effets de voix, par une mimique, cette image est intransformable. Elle porte le sceau d'un autre art, l'art dramatique, elle est intransformable. Vous avez beau la mettre à côté d'une autre image, elle ne bougera pas. Mais si vous arrivez, comme avec un fer à repasser, à aplatir votre image, à enlever complètement l'expression par la mimique et les gestes, vous la mettez à côté d'une autre image de même nature, tout à coup, ces images ont un effet très violent l'un sur l'autre, et toutes les deux prennent un autre visage. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer le cinématographe par 3 naissances. Première naissance, le film naît dans votre tête et il meurt sur le papier. Vous le faites revivre avec les personnages vivants, les êtres vivants et les objets réels que vous employez, et vous les tuez en les fixant sur la pellicule. Enfin, troisième naissance, qui n'existe pas dans le théâtre photographié, ce que vous avez pris et fixé sur la pellicule, les sons et les images, mis ensemble, tout à coup prennent une espèce de vie qui est une palpitation venant de cette transformation constante des images au contact l'une de l'autre. C'est ça la véritable vie cinématographique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une chose définitivement créée, mais une chose qui se recrée au fur et à mesure sous votre regard. Cela me fait penser à quelque chose que peut-être il faut dire, c'est que il y a dans les cahiers de Léonard de Vinci cette phrase à peu près pense bien à la fin, pense avant tout à la fin. Or la fin, il faut bien savoir que la fin, c'est cet écran justement, cet écran lisse sur lequel on projette des ombres, et que la fin n'est pas la comédie jouée par les acteurs et photographiée. De même que la fin, pour un peintre, n'est pas la nature qui l'inspire, c'est une toile avec de la couleur dessus. Que faites-vous de la nature? À propos de nature, il y a une magnifique phrase dans le Chateaubriand, dans les Mémoires, qui dit à peu près, ce n'est pas ça, mais à propos des poètes du XVIIe, des poètes froids du XVIIe, il dit « il ne manque pas de naturel, il manque de nature », ou à peu près cela. Alors, ça me fait penser justement au naturel du théâtre par rapport aux natures du cinématographe.
Et cette pensée de Pascal sur la campagne que vous m'avez signalée l'autre jour? Je ne me rappelle plus. Je l'ai recherché, cette phrase, pour vous la dire, et puis je ne l'ai pas trouvée. C'est quelque chose comme la campagne, c'est des toits, des maisons, des arbres, des cheminées sur ces toits, et c'est aussi une feuille, un insecte, un brin d'herbe. Voilà, cela se réduit à cela. Mais il me semble que justement, c'est les deux façons de voir les choses à travers la caméra, c'est-à-dire voir les choses de loin ou les voir de près. C'est-à-dire pouvoir aller, et c'est peut-être la façon de voir le surnaturel, c'est-à-dire de s'approcher des choses de la nature. Qu'est-ce que c'est pour vous, le surnaturel? C'est du réel précis, du réel duquel on s'est approché aussi près que possible. C'est ça le surnaturel. Je ne crois pas du tout au trucage dans les films. Alors on tombe dans le trucage de théâtre, qui est un trucage. Le décor de théâtre est truqué, les fausses portes, les fausses fenêtres. Mais il me semble que si on arrivait à s'approcher aussi près que possible, presque transpercer les choses, on ferait du surnaturel à chaque coup. Le cinématographe lui-même est un trucage en lui-même. Il ne faut pas faire le trucage d'un trucage. Il y a le mot de Pascal que vous aviez cité à propos de Pickpocket. Voilà la phrase de Pascal. Je l'avais perdue, je pensais la trouver dans les éditions scolaires et elle se trouve dans l'édition de Port-Royal. Là même la main. Et il ajoute, et la main, si elle avait une volonté, devrait s'aimer de la même sorte que l'âme l'aime. Ce qui est très curieux chez Pascal, qui semble attacher une grande importance au corps. Ça fait penser à la phrase de Léonard dans les cahiers, qui dit à peu près, au moment de la mort, l'âme pleure parce qu'il faut qu'elle se sépare de cette merveille qu'est le corps. Et Pascal continue un peu plus loin, je saute quelques lignes, des choses très curieuses. Il dit: si les pieds et les mains avaient une volonté particulière, jamais ils ne seraient dans leur ordre qu'en soumettant cette volonté particulière à la volonté première qui gouverne le corps entier. Or de là, ils sont dans le désordre et dans le malheur, mais en ne voulant que le bien du corps, ils font leur propre bien. Ce qu'il veut dire en somme, c'est que les pieds et les mains ont une volonté. Et c'est cette indépendance des pieds et des mains qui est quelque chose de bien proche de ce que je pense de l'automatisme et de l'importance de l'automatisme dans notre vie, dans la vie courante, et que j'essaie d'utiliser dans mes films. Vous-même ne savez pas que votre main est venue se poser sur votre genou. C'est pas vous qui l'avez mise là, c'est elle qui s'est mise là d'elle-même. De même, quand nous fumons, souvent notre main va chercher, sans que nous lui demandons, la cigarette dans le paquet, cigarette, et nous la met dans la bouche, et nous ne voulons pas fumer, mais la cigarette est là. Et il faut opposer cet automatisme de la vie courante à la pensée au théâtre, où, en effet, l'acteur doit penser ses gestes et penser ses paroles. Et cela rejoint un chapitre de Montaigne dans lequel Montaigne dit la main va souvent où nous ne l'envoyons pas. Vous n'employez pas de vedettes ni d'acteurs professionnels? Je suppose que les vedettes ne m'attendent pas pour tourner et qu'elles n'ont pas besoin de moi, mais les jeunes acteurs, j'ai toujours aimé en prendre dans mes films. Les acteurs, les nouveaux, les jeunes, les novices. Et je pense que quelquefois, ça peut leur rendre un petit service. Pourquoi appelez-vous vos acteurs des protagonistes? Parce que je ne veux pas les appeler des acteurs, puisque ce ne sont pas des acteurs, ni des interprètes, puisqu'ils ne sont pas mes interprètes. Ils sont des êtres qui, pour moi, ils sont des êtres de qui je m'approche comme de trésors très précieux. Mais en aucune manière, je peux les considérer comme ou des acteurs ou des interprètes. Et je demande à mes protagonistes, non pas de paraître un personnage, mais d'être eux-mêmes sans penser une seconde qu'ils sont ce personnage que j'ai en vue. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ce qu'il se passe, c'est une espèce d'apprivoisement entre eux et moi.
je me moule à eux, ils se moulent à moi. Il y a un moment d'échange, si vous voulez, de divination, d'entente secrète, qui n'a rien à voir avec la direction d'acteur ou la mise en scène. Et à quel moment arrive le personnage du scénario? Il arrive tout seul. En ce qui concerne en tout cas mes protagonistes, je leur demande toujours de rassembler ce qui était au dehors et de l'enfermer en soi, de se réfugier en soi pour qu'on sente que tout lui-même est là et que c'est ça, c'est lui qu'il faut prendre seulement au moment où il a tout rassemblé en lui, même ce qui était à l'extérieur, qu'il a réussi à rentrer dedans. Et je leur dis toujours, ne pensez pas à ce que vous dites, ne pensez pas à ce que vous faites, ou mieux encore, ne pensez pas à ce que vous dites, ne pensez pas à ce que vous faites. Et dans le procès de Jeanne d'Arc? Il ne s'agissait pas pour mes protagonistes d'être l'un l'évêque, l'autre l'assesseur, il s'agissait d'être eux-mêmes, de rester eux-mêmes et de dire simplement, d'articuler ces dialogues. Pour Jeanne d'Arc? De même pour Florence Delay, qui ne prétendait pas être Jeanne d'Arc, mais qui simplement était Florence Delay disant ce que disait Jeanne d'Arc, articulant les réponses de Jeanne d'Arc. Et que devenait Jeanne d'Arc dans l'affaire? Jeanne d'Arc était ce qui ressortait de ce système. À dire les choses mécaniquement. Mais au fur et à mesure qu'on les dit mécaniquement, il y a un passage à l'intérieur de la personne et un retour qui fait que cette mécanique devient vivante. Cette mécanique rend vraiment vivant le personnage de la vie du film et le personnage rend vivant le dialogue. Ça ressemble beaucoup à la façon de jouer du piano d'un grand pianiste, pas un virtuose, mais d'un grand pianiste qui était Lipatti. Et Lipatti donnait de l'émotion avec de la retenue et de la régularité. C'est en retenant son émotion même, en essayant même de la supprimer et en se régularisant le plus possible, qu'il arrivait à donner une émotion qu'aucun virtuose n'atteignait. Eh bien, il y a un peu la même chose. C'est à la fois en se retenant et en parlant mécaniquement que tout à coup quelque chose s'accroche dans le personnage et fait qu'il me donne ce que je attends de lui, mais il le donne sans s'en rendre compte. De même avec mes dialogues, je demande de les dire régulièrement. Tout à coup, il devient moins régulier, mais ils accrochent au fur et à mesure l'émotion. L'émotion du personnage qu'il a transmet à l'écran, qu'il a transmet au public. Et la voix, comment utilisez-vous la voix? La voix est révélatrice aussi, c'est-à-dire qu'elle vous donne, qu'elle vous renseigne sur le personnage mieux que même la vue de ce personnage. Ce que vous entendez de lui est plus révélateur que ce que vous voyez de lui. Et les deux ensemble se brouillent. Je veux dire que je préfère de beaucoup aborder une personne que je pense qui sera mon protagoniste par le téléphone, par exemple, que de la voir et de lui parler directement. Parce que la vue ne me brouille pas et tout à coup la parole a des nuances dont je ne me rends pas compte si mes yeux la voient en même temps. Vous entendez un bruit, vous recréez la scène. Vous entendez un sifflement de locomotive, vous voyez une gare. C'est-à-dire que vous voyez une locomotive, vous n'entendez pas son sifflement. Vous voyez, je crois que l'oreille est beaucoup plus, que l'ouïe est beaucoup plus créatrice que l'œil. Cependant, l'œil, en effet, invente aussi, mais n'invente pas dans le domaine des sons, tandis que les sons inventent dans le domaine de l'image. Et moi, pour ma part, je n'hésite pas une seconde si j'ai à choisir si je peux remplacer un décor par un son, je préfère prendre un son. Pas le décor du tout, mais le décor remplacé par le son. Et alors là, ça a cet avantage de donner libre cours à l'imagination du public. Je veux dire, et d'arriver à cette chose si difficile de ne pas montrer les choses, mais de les suggérer. Il faut mettre de côté ce qui appartient à la vue et de l'autre côté ce qui appartient à l'oreille, à l'ouïe, et procéder par une sorte de relais. C'est-à-dire quand l'oreille se fatigue, on demande aux yeux l'attention des yeux. Il faut bien savoir que les images que vous voyez sur l'écran ne sont pas de la même nature que la nature.
Tandis que les sons sont de même nature. Donc il y a quelque chose là d'important, c'est-à-dire que ce que l'écran vous envoie en tant que son est de la nature du son. Tandis que l'image n'est pas de la nature de la nature. C'est autre chose, c'est une image plate, des ombres envoyées sur un écran. Comment voyez-vous vos personnages? Quel jugement portez-vous sur eux? Je n'ai pas plus de jugement sur mes personnages que sur moi-même, que sur ce que je fais. J'essaie toujours de les voir, j'essaie toujours de les montrer tels que je les vois, ou plutôt tels que je les sens. Pour moi, ce qui est vrai avant tout, c'est la sensation et l'émotion, mais l'émotion dérive de la sensation. À partir d'une sensation, c'est à partir de la sensation qu'il faut travailler. Et tout ça se situe... Vous voyez la difficulté avec un appareil qui est, comme l'appelait Cocteau, un œil de vache, c'est-à-dire un œil qui prend tout, bêtement. Alors que votre intelligence arrange, et même quelquefois dénature, au profit de ce que vous ressentez. Comment utilisez-vous la caméra? La prise de vue, qu'est-ce que c'est pour vous? Prendre, c'est comprendre, mais comprendre dans le sens de, pas dans le sens de s'expliquer, dans le sens d'aimer, de goûter. Mais prise, c'est aussi en prise. Et même ce que vous faites en ce moment avec moi me semble une prise de possession de ma personne. Je veux dire que quand je prends un de mes protagonistes, j'ai l'impression de le voler. Et je crois même qu'il y a un mot de Cocteau qui est très beau, qui parlait de ça et qui disait c'est comme un pion qu'on vole à la mort. Et j'ai eu ce sentiment très fort quand dernièrement la télévision m'a permis de voir le film que Roger Stéphane avait fait de Cocteau quelque temps avant sa mort. Cette prise de possession de quelqu'un, cette espèce de vol. Et j'ai cette impression quand je tourne, quand j'essaie de prendre ce que justement mon protagoniste essaie de me cacher, et même ce qu'il ne soupçonne pas qui est en lui. Je crois qu'il n'y a qu'un seul point dans l'espace duquel il faut voir telle chose. Et il ne s'agit pas, au fond, d'une vue, mais d'une vision. Il faut la vision à travers un seul œil. Ce qui choque dans certains films, c'est que les choses sont vues par plusieurs yeux. Il faut que ce soit un seul œil qui l'ait vu, un seul esprit qui ait interprété cette vision. Et on sent très bien dans certains films, et même dans les miens quand je me trompe, on sent très bien quand l'appareil n'est pas exactement à la place où il devrait être, ou trop en avant, ou trop en arrière, ou trop en haut, ou trop en bas. Vous aimez l'écriture, la main qui écrit? C'est une autre façon d'être intérieur, d'écrire. La main qui se referme sur la plume et qui se met à tracer des lignes est aussi très révélatrice. Il y a quelque chose de très intime. Dans un film documentaire sur un personnage vivant, sur un écrivain ou sur un artiste, je suis toujours très ému par l'image qu'il représente écrivant, qui représente sa main traçant des lignes si je vois son écriture. Et le scénario, l'écriture sur le papier? Le fait d'avoir écrit soi-même sur le papier ce qu'on tournera permet une plus grande liberté au tournage. C'est-à-dire que quelquefois on retrouve des idées qu'on a eues quand on écrivait sur le papier, et on les trouve bonnes au moment où on tourne. Ce qui n'existe pas chez un exécutant, chez un metteur en scène qui exécute le travail d'un autre. Il ne sait pas ce que cet autre a pensé au moment d'écrire sur le papier le sujet du film. Et le montage? Comment montez-vous vos films? Je monte surtout dans la salle de projection. Je ne vais très peu dans la salle de montage. Je n'aime pas la pellicule, je n'aime pas toucher la pellicule, manier la pellicule. C'est une matière désobéissante, rébarbative. L'autre jour, nous avions parlé du scandale. Le scandale est une chose bonne en ce sens que était une chose bonne, puisqu'il n'y en a plus, parce que c'était une limite, c'était quelque chose, une limite qu'on devait franchir, mais avec beaucoup de précautions. Maintenant, je ne parle pas du scandale de l'érotisme, je parle du scandale dans l'art, de pousser plus loin les limites de son art. Et il n'y a plus de scandale. Il y a des cinéastes qui croient à l'existence d'un public moyen. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'opinion moyenne. Il n'y a pas de vue moyenne des choses, il n'y a pas de vision moyenne, qui serait la vision du public.
C'est moi le public. J'ai essayé de voir le film tel qu'il se projettera sur l'écran et d'être là, devant lui, devant cet écran, en train de regarder ce que je fais. Et le doublage, qu'en dites-vous? C'est encore du faux ajouté à du faux, et c'est user le public sans qu'il s'en aperçoive. Le public est usé par le doublage, comme il est usé par les mauvais films qu'on montre à la télévision. Il y a une surabondance de choses désagréables, usantes, mauvaises, qui fait que finalement on se décourage, on se désintéresse du cinéma. Vous n'avez pas l'air de penser beaucoup de bien des moyens modernes de diffusion. Je crois que le cinéma, la radio, la télévision, les magazines sont une école d'inattention. On regarde sans voir et on écoute sans entendre. Et si j'étais dictateur, la première chose que je ferais serait de supprimer cette radio, cette télévision, ce cinéma, pour recommencer bien sûr, mais repartir à zéro. Je crois me souvenir que vous m'aviez dit que la radio, la télévision avaient tendance à devenir une chose en soi. J'ai entendu dire un jour à un enfant, ce violoniste joue mieux que la radio. Je voudrais vous parler de la musique dans vos films, car il me semble que si on parle de cette musique, ça permettrait d'éclairer d'autres aspects de cette progression de votre œuvre qui me frappe beaucoup. La musique approfondie donne, et puis touche quelque chose en nous qui est mystérieux, nous met dans une espèce d'ambiance propre à recevoir certaines choses. Alors je n'ai pas voulu m'en priver complètement, mais je l'ai employé d'une autre façon. Je l'ai employé comme, au contraire, moyen de transformation. C'est-à-dire que j'ai une musique d'opposition. Exemple, dans Le Condamné à mort s'est échappé, j'ai mis une musique religieuse de Mozart pendant que les prisonniers vident leur tinette. C'était quelque chose qui n'avait aucun rapport avec l'acte, mais qui donnait à cet acte de vider les tinettes presque une valeur de rite. Dans Pickpocket, c'est autre chose. C'est la musique amenée à mouvement. Quant à Jeanne d'Arc, je n'ai pas appelé à moi la musique. J'ai utilisé le tambour instinctivement comme une chose militaire d'abord, et ensuite comme une chose qui peut faire penser à la mort et qui clôt le film. En disant cela, je pense à La sonnerie aux morts, qui est très émouvante. Et ce film que vous préparez et que vous tournerez le mois prochain, qu'est-ce que c'est? J'ai eu brusquement l'illumination d'un film où un âne serait le personnage central. Ce sera la vie complète d'un âne? C'est la vie d'un âne avec les mêmes étapes, où l'on retrouve les mêmes étapes que dans la vie d'un homme. L'enfance, les caresses, l'âge mûr, le travail, le talent, l'âne qui est pris dans un cirque, et puis quelque temps avant de mourir, la période mystique, puis la mort, et l'âne meurt parce qu'il porte le péché des hommes, il porte de l'or à la frontière. Et ce passage de Dostoïevski? C'est dans L'Idiot. Le prince Mychkine débarque chez la générale Epanchin et raconte son voyage en Allemagne et en Suisse à la générale et à ses 3 filles. Il parle de sa maladie. Je n'arrivais pas à réunir plus de 2 ou 3 idées à la suite. C'est l'impression qui m'en reste. Quand les accès se calmaient, je recouvrais la santé et la force que vous me voyez à présent. Je me souviens de la tristesse intolérable qui m'envahissait. J'avais envie de pleurer. Tout m'étonnait et m'inquiétait. Ce qui m'oppressait affreusement, c'était la sensation que tout m'était étranger. Alors voilà. Je me rappelle être sorti complètement de ces ténèbres le soir où, arrivant à Bâle, je mis le pied sur le sol de la Suisse. Je m'éveillai en entendant braire un âne au marché. Cet âne me fit une profonde impression, et je ne sais pourquoi un plaisir extrême. Dès ce moment, une clarté soudaine se produisit dans mon esprit. Un âne? Voilà qui est singulier, observa la générale. Après tout, il n'y a là rien de singulier. Peut-être que l'une ou l'autre d'entre nous pourrait s'enticher d'un âne.
ajouta-t-elle en jetant un regard courroucé sur ses filles qui riaient. Vous voyez, alors là, il y a l'érotisme qui montre son nez. Bien sûr. L'érotisme n'est pas montrer des images érotiques, l'érotisme est dans l'air. Et l'érotisme n'est surtout pas la pornographie qui, au contraire, empêche l'érotisme. Mais pourquoi précisément un âne? Peut-être à cause de ce côté un peu idiot, quel idiot. J'ai toujours eu un penchant pour les ânes. Mais... et aussi parce que je crois vraiment que c'est l'animal le plus important, le plus sensible, le plus intelligent, le plus pensant, le plus souffrant. C'est le pâtira. Et ce film sur la Genèse que vous deviez faire, que vous n'avez pas fait? Il y avait quelque chose de très merveilleux pour moi, c'était de faire ce que je n'avais jamais voulu faire, c'était de faire un film, d'abord sur un très grand écran, le plus grand écran, en couleur, et ensuite d'essayer d'exprimer ce que je sentais quand je pense à la création du monde, à cet instant extraordinaire qui est le moment où la vie est apparue, où les secousses de la vie sont apparues sur la terre. De même à la façon dont Adam et Ève sont venus après toute la création étant achevée par eux, ayant trouvé toutes les choses prêtes, et aussi le côté dramatique des rapports entre Adam et Ève. Et ensuite, les histoires de Caïn et Abel, ces histoires tellement... Le premier meurtre, la responsabilité d'Adam, puis le déluge, et la première goutte de pluie qui tombe, et qui est la première goutte qui va faire déborder, qui va être le départ de toute cette chose horriblement dramatique qu'est le déluge. Et la tour de Babel? Ah oui, j'avais pensé que cette tour de Babel qu'on a peinte et dessinée de l'extérieur, avec plus ou moins d'imagination ou de talent, il serait intéressant pour le cinéma de la montrer de l'intérieur. Vous savez qu'une chose est beaucoup plus frappante quand elle n'est pas vue de l'extérieur. J'imagine 300 mètres de tour vue de l'intérieur, comme un tube. Et aussi... j'imaginais que des voix, au moment où les langages commencent à se heurter, à se croiser, à se contrer les uns les autres, ce serait très étonnant d'entendre avec les résonances d'un énorme tube. On a dit que vous étiez né dans le Pas-de-Calais. Je suis né au pied du Puy-de-Dôme. On a dit aussi que j'avais été élève des Beaux-Arts. Je n'ai jamais été élève des Beaux-Arts. On a dit que j'avais été assistant de René Clair. Je n'ai jamais été assistant de René Clair. Si j'avais été assistant de René Clair, je n'aurais pas du tout été mécontent de le dire. Nous sommes ici à la campagne, mais vous habitez aussi Paris. J'habite aussi Paris, bien sûr. J'habite l'île Saint-Louis, qui est comme un village. On se connaît, on se dit bonjour par la fenêtre. Cette passerelle qui fait le malheur des dames qui ont des talons aiguilles, parce qu'elles se prennent toutes leurs talons aiguilles dans les interstices des planches. C'est cette passerelle qu'on voudrait transformer en un grand pont à 4 voies, et ce qui soulève des protestations de tous les voisins, et qui voudraient, eux, au contraire, un pont, mais un pont uniquement pour les piétons. Puisque ce pont ne débouche que sur des toutes petites voies qui n'ont pas d'intérêt pour la circulation. Il y a des frottements, il y a des difficultés. Pour le moment, on n'en parle plus. Il y a quelquefois des noyades. Un homme tombe par le trou, un trou qui était dans la passerelle, dans le plancher de la passerelle, la nuit, une nuit noire, avec le blackout, et arrive à s'accrocher à un anneau qui est à fleur d'eau au fond de ce quai qui est très profond. Il appelle, personne ne vient, tout le monde a froid, il n'y a pas de... Et enfin, on vient, on va chercher les pompiers arrivent, et chaque fois que un pompier lui faisait descendre une corde pour qu'il se l'attache à la ceinture, il se mettait le nœud coulant autour du cou parce qu'il avait bu, il était saoul, il était ivre. Et le comique, c'était cette façon un peu naïve de croire qu'on allait l'enlever par le cou. J'habite sur l'eau et je vois passer les bateaux. Autrefois, je voyais des oiseaux sur les branches et même des remorqueurs qui avaient l'air aussi de se poser sur les branches. Maintenant, il n'y a plus d'arbres parce qu'il a fallu les couper et
Ils étaient vieux et il y avait du danger à les garder. Mais en ce moment, on coupe beaucoup trop d'arbres. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs au jardin en face dans lequel j'allais me promener, le jardin de Notre-Dame, où parce qu'un arbre était malade, on a coupé tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut bien s'agiter, faire quelque chose, ne pas se tourner les pouces, et parce que peut-être, malgré les plaintes, les protestations, il y a des gens qui aiment affirmer leur autorité. C'est ce que Dostoïevski, justement, appelle l'extase administrative. Il y a aussi dans ce jardin quelque chose de très français et de très particulier à la France. C'est la manière d'emprisonner les pelouses et les fleurs. On met des grilles, alors que dans les autres pays, les gens ne vont pas spécialement marcher sur les pelouses, et d'ailleurs ça ne leur fait pas de mal. Dans ce jardin où j'allais me promener quand il n'était pas un désert, il est maintenant un désert, je me demande qui d'ailleurs ira s'y promener. Quand ce jardin n'était pas un désert, j'allais me promener, je cherchais toujours où pouvait se trouver Viollet-le-Duc. Et ce n'est que tout récemment que j'ai découvert qu'il était l'un de ces 12 apôtres qui dégringolent de la flèche. Mais lui, justement, était celui qui ne montrait pas son visage. Quand il le tourne vers la flèche, il se détourne du public, il tient à la main droite sa règle d'architecte, et il est représenté en saint Thomas, qui, comme vous le savez, est le patron des architectes. Sous Viollet-le-Duc, il y a Claudel. Je veux dire, la date très émouvante qui commémore sa conversion. Vous avez vu au musée des arts décoratifs l'exposition des trésors des églises de France? Non seulement ces reliquaires étaient faits par des gens qui avaient la foi, mais aussi étaient faits pour des gens qui avaient la foi. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils allaient être admirés non seulement pour ce qu'ils contenaient, mais pour eux-mêmes. C'est-à-dire on faisait la chose la plus frappante, la plus émouvante possible, et la plus directe en même temps, parce que c'était fait probablement par des gens simples, qui n'avaient aucune arrière-pensée, et qui directement essayaient de rendre d'une façon concrète l'image du saint qu'ils adoraient eux-mêmes et qu'ils voulaient faire adorer. C'est comme si vous parliez de vos propres films en parlant de ces reliquaires. Je voudrais arriver à avoir autre chose sur l'écran que les corps en mouvement. Je voudrais arriver à rendre sensible l'âme et cette présence de quelque chose de supérieur qui est là toujours, qui est de quelqu'un qui est Dieu. C'est une présence dont vous êtes très conscient et que vous essayez de traduire par la machine cinématographique. Ou c'est une chose qui apparaît dans cette machine même, comme ça? Non, c'est une chose primordiale, c'est une chose au départ. En vous? En moi, forcément. Qu'est-ce que vous voulez, de quoi on peut parle? Parlons de la musique. Je vais toujours au concert du domaine musical. Vous attachez une grande importance au rythme. Je crois que c'est la chose à laquelle je pense d'abord, c'est au rythme. Et il faut que votre film soit soumis à un rythme que vous possédez bien jusqu'à la fin. Il ne faut pas de relâchement. C'est ce rythme qui emporte d'abord l'adhésion du public. Entre le chorégraphe et l'auteur de film, il y a... Le cinématographe est tout à fait autre chose. Eh bien voilà, la répétition de Maurice Béjart.
Il y avait la semaine dernière une exposition Vols à la galerie Gelas. Et Vols est un peintre très intéressant. Il arrivait à concrétiser, non pas l'objet, mais le rêve qu'il en faisait. Que Vols avait quelque chose d'intuitif et de très profond, de très intuitif, direct. Tous les peintres sont figuratifs, figurent quelque chose. Mais qui va chercher plus profond, dans la sensation peut-être. J'ai dû abandonner la peinture pour des raisons personnelles. Ce vide qui a suivi l'arrêt de la peinture, il a fallu le combler. C'est avec le cinématographe que j'ai le combler, momentanément. Je crois qu'il faut deux choses. Il faut énormément travailler, même d'après nature, et puis tout à coup se laisser aller, ne plus penser à rien, et se lancer sur sa toile. Et vous qui êtes peintre, quels sont les peintres qui vous retiennent? Il y a peut-être un peintre que j'admire beaucoup parce qu'il est simple, il est limpide, il est complet. C'est Chardin. Et il me semble que Chardin est bien celui qui a l'air, en tout cas, de prendre les objets, les choses. Ces natures mortes ont l'air d'être prises comme ça, prises par surprise. Il n'a pas l'air de les composer. Ces tables sont toujours face à vous, il ne cherche pas de perspective. Et les objets sont d'une plénitude, et on sent qu'il parle avec un amour extraordinaire. Vous m'aviez aussi parlé d'un tableau d'Uccello. Il y a le dragon, bien sûr, qui est admirable, qui est le centre de la toile, mais il y a à gauche une femme sur un fond de terre labourée, qui a l'air de sortir du tube, qui est tout à fait inattendu et qui est très très beau, avec une perspective très lointaine, et une espèce de calme devant l'horreur de ce dragon qui est étonnante. Et Cézanne? C'est peut-être un des derniers peintres qui passe 30, 40 séances sur un coin de sa toile. Ce qui n'existe plus avec Matisse, par exemple, qui peint 40 mêmes sujets et qui en choisit 2 ou 3 dedans et qui se débarrasse des autres. On peut comparer ça à la photographie d'un Nadar et d'un photographe de maintenant. Un Nadar faisait des portraits qu'on ne fait plus maintenant, le portrait photographique très étudié. Il essayait de donner, si vous voulez, la psychologie de la personne dont il faisait le portrait. Et, tandis que maintenant, les photographes prennent 50 instantanés de vous, et puis ensuite on choisit 2 ou 3, et se débarrassent. Formidable. Donc on commence à rigoler. Il y a des pincements de lèvres qui sont très jolis. Regardez-moi. Oui. Formidable. Vous êtes trop crispé à nouveau. Ça veut pas dire rigoler, mais... Vous n'êtes jamais ressemblant dans toutes ces photographies qu'on a pu prendre de vous. Vous n'êtes pas la même personne. D'abord parce que vous n'êtes pas éclairé pareil, que vous êtes pris dans différents angles. C'est pour ça, à un moment, instinctivement, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait pas tellement varier les angles. Vous n'allez jamais au cinéma, vous n'avez pas vu Goldfinger? Je suis allé voir Goldfinger. J'étais pris, moi aussi, par cette publicité. Non, ce n'est pas exact. Un soir, j'ai voulu, ou plutôt j'ai suivi quelqu'un qui voulait voir des films. Voilà ce qui est exact. Et Goldfinger m'a attiré, c'est peut-être l'or qui attire. Il ne suffirait de pas grand-chose pour faire de ce Goldfinger un film important. Dans l'invention, dans ce pas qu'on fait dans l'avenir. C'est beau quand le cinéma non seulement est le présent, mais quand on sent qu'il a déjà un pied dans l'avenir. Il y a un plan très beau qui m'a beaucoup frappé. C'est le moment où James Bond serre une femme dans ses bras, la regarde dans les yeux, et dans cet œil, il voit se refléter son ennemi qui est en train d'ouvrir la porte et d'avancer vers lui pour le tuer. Il y a en ce moment au musée Jacques Marandré une exposition Cocteau et son temps. On y voit des souvenirs, des lettres, des objets qui lui ont appartenu. Il y a parmi les vitrines une vitrine consacrée au travail qu'il a fait avec vous pour le film Les Dames du Bois de Boulogne. Et cette lettre où il vous annonçait le premier tour de manivelle du Testament d'Orphée. On y trouve aussi les objets de Cocteau, on y trouve même le moulage de ses mains.
Et ces objets me rappellent ce que disait Cocteau dans je ne sais plus quelle pièce. Les objets nous suivent comme des chats. Et en effet, maintenant qu'il est mort, c'est très émouvant de penser que ces objets le suivent. Enfin, nous aident à le suivre. Il croyait aux gags dramatiques et aux gags fantastiques. C'est tout à fait à l'antipode de moi, de ce que je pense des films. Mais il y a toujours dans ces films, quels qu'ils soient, d'admirables passages, notamment dans son testament d'Orphée, le moment de la mort, le moment où Minerve va lui lancer le javelot qui va le tuer, où une hôtesse de l'air dit mettez vos ceintures, enfin le moment qui précède généralement la mort dans les accidents d'avion. Vous êtes prié d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes. You are kindly requested to fasten your seatbelt and refrain from smoking. Sie werden gebeten, Ihre Gürtel fast zu schnallen und nicht zu rauchen. Vous êtes prié d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes. Pour Jeanne d'Arc, il m'a dit, après la projection, tu as tapé dans le mille. Ce qui m'a fait plaisir, parce que taper dans le mille n'est pas une chose si facile. Qu'est-ce que vous pensez de la mort au cinéma? Je pense qu'il ne faut pas la montrer, il faut montrer ses conséquences, c'est-à-dire l'immobilité, et ce côté, la personne est là, mais nous ne pouvons pas l'atteindre. Mais il ne faut pas montrer une personne qui meurt, parce que ce n'est pas faisable. Pour Jeanne d'Arc, cela va plus loin, puisque j'escamote tout jusqu'au moment où il n'y a plus rien. Est-ce que vous pensez à la mort? Je pense tout le temps à la mort. Il me semble qu'on ne peut pas penser à la vie sans penser à la mort. Et peut-être c'est un moyen de ne pas attacher tant d'importance. La mort, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que ce n'est rien? Il y a une très belle phrase de Bernanos que j'ai beaucoup aimée, et je voulais la mettre un moment dans un film dans un scénario que j'avais écrit, où je confondais les deux moments, le moment de la vie et le moment de la mort. Bernanos dit: il n'y a pas un royaume des vivants et un royaume des morts, il y a le royaume de Dieu et nous sommes dedans. Vous reliriez cette pensée constante de la mort à cette présence de Dieu dont vous avez parlé? Il me semble, oui. Est-ce que la mort nous ferait accéder à Dieu? Je crois à Dieu au moment où nous sommes en vie. Je veux dire, c'est pas plus dans la mort que dans la vie. Je parle de Dieu. Toutes ces réflexions viennent, comme le mot l'indique, après. Et c'est pas pendant que je travaille. Pendant que je travaille, j'essaie de ne penser à rien et d'être tout à fait intuitif. Bien sûr, une chose n'est jamais finie. Un film, heureusement, doit se finir parce qu'il y a un jour où il doit être monté et projeté devant le public. Mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ces obligations, un film ne serait jamais fini parce qu'il n'est jamais parfait.